braves gens, c'est parti pour cette seconde. C'est mieux avec le son. Horrifique histoire. Épijouère, mon cher Corby, j'espère que tu vas bien, ça fait plaisir. Je crois que je ne te l'ai jamais dit encore, parce que tu n'étais pas repassé. Bonne année, très cher. J'espère que tu vas bien. Si ça t'intéresse, on commence la deuxième histoire. Donc si tu as envie de te poser avec nous, tu arrives pile au bon moment. Sur ce, braves gens, nous allons démarrer. On rôde dans le cimetière une nouvelle de Joseph Vernon Shear. Un truc dans le genre. Bonne écoute. C'est parti. Ses nouveaux amis ne trouvaient jamais facilement la maison d'Elmer Harrod. Sa rue donnait pourtant bien sur l'une des artères principales de la ville, mais une rangée de sapins en cachait partiellement l'entrée. De plus, un grand écriteau, rue sans issue, n'incitait nullement à s'y engager. Seule une petite flèche tremblante dans le vent et portant la légende « Cimetière de Old Death Hill » semblait réfuter cette attestation. Malgré la pancarte, aucune voie d'accès n'avait été prévue ni pour les voitures ni même pour les piétons, et le cimetière n'était pas gardé. Il fallait enjamber un muret de pierre pour se trouver à l'arrière du cimetière. Ce lieu n'avait plus servi depuis longtemps, chaque parcelle étant occupée. Le dernier enterrement remontait à plus de 50 ans. La municipalité n'avait d'ailleurs aucun intérêt à conserver ce cimetière. Il y a 12 ans, elle avait projeté d'y faire passer une autoroute, mais devant le tollé général suscité par la profanation de ces terres consacrées, elle avait dû renoncer à son plan. La cause ayant été gagnée, les défenseurs du cimetière historique s'empressèrent de l'oublier. Des mauvaises herbes se déployaient triomphalement dans les fentes du béton et les allées étaient à ce point délabrées qu'elles étaient fermées à la circulation automobile. Même la piste cavalière, qui contournait le cimetière tout en traversant ses sentiers en plusieurs endroits, avait été abandonnée. Les chevaux s'y comportaient toujours de manière étrange. Ils renâclaient comme s'ils refusaient un obstacle invisible. La rue de Harrod se terminait en pente raide. Il avait peu de voisins. Quelques pavillons délabrés, depuis longtemps abandonnés, offraient parfois leur abri périlleux à quelques vagabonds. La maison de Harrod était la dernière de la rue, contiguë au muret du cimetière. C'est une habitation typiquement victorienne, avec coupole, péristyle, pignons et autres détails de mauvais goût.
Son côté tape-à-l'œil ravissait le sens prononcé de Harrod pour le théâtre et justifiait à lui seul son achat. Si cette maison n'avait pas offert de telles touches gothiques, il les aurait certainement fait ajouter. Il se vantait même de ce que la vieille demeure recelait un passage secret, mais il se gardait bien de le montrer à ses hôtes. Autrement, ce ne serait plus un secret, dit-il. Ses amis le soupçonnaient d'embellir son côté fantastique. Harrod exagérait toujours. C'était pourtant la stricte vérité. Il avait découvert cette galerie d'une curieuse façon. Peu après son emménagement, il avait fait un rêve. Un rêve très troublant. Il avait été convoqué au cours de la nuit à quelque étrange cérémonial et était descendu à la cave, et là, comme si ce geste lui était familier, il avait touché le mur à un certain endroit et s'était engagé dans l'ouverture qui venait d'apparaître. Le rêve s'arrêtait là, sans lui laisser le temps de découvrir où menait ce couloir, ni pourquoi il y avait été appelé. Le lendemain, il avait refait le même chemin jusqu'au mur du sous-sol et, tout en se sentant plutôt ridicule, avait cherché une protubérance dissimulée et en avait trouvé une. Ce passage, découvrit-il, était en réalité un tunnel creusé sous terre. Il semblait s'enfoncer profondément pendant des miles. Et, à première vue, ce souterrain humide et couvert de toiles d'araignée paraissait n'avoir pas de fin. Des ouvertures cachées laissaient circuler un peu d'air. Sur les murs, des encoches étaient prévues pour des torches, et à voir le sol, non pas de la terre battue, mais un revêtement stabilisé, il était clair que beaucoup de monde avait déjà emprunté ce chemin. Le rayon de sa lampe ne pouvait éclairer toutes les niches découpées le long du parcours. Elle ne semblait rien contenir d'intéressant, pas même les ossements ou les crânes qu'il s'attendait à moitié à y trouver. Large et élevé, le tunnel permettait à plusieurs personnes de marcher ou de courir de front. Courir. Un sentiment d'urgence se dégageait du souterrain. Les gens qui passaient par ici ne devaient pas traîner. Harrod lui-même, il en était conscient, avait hâte d'atteindre l'extrémité du tunnel. Il se terminait, de façon fort inattendue, par un mur nu. Aucune bifurcation n'y prenait naissance. Il eut beau balayer toute la surface du rayon de sa torche, il ne put découvrir aucune trace de dispositif d'ouverture. Harrod avait l'impression que, lorsqu'il pressait l'oreille contre la paroi, il entendait de l'autre côté un grondement lointain, comme le battement du ressac. Mais il savait fort bien que c'était une illusion, puisque la maison était située à des miles de la mer.
Les jours suivants, il se rendit souvent dans la galerie. Mais il ne parvint jamais à franchir le mur. Au cours d'une de ses explorations, il découvrit néanmoins qu'une des niches cachait une sortie qui lui avait échappé. Cette extension du passage menait à l'extérieur, dans un coin écarté du vieux cimetière de Death Hill, derrière un imposant mausolée. Sans doute cette découverte aiguisa-t-elle son intérêt pour le cimetière. Peu de visiteurs s'y rendaient. Harrod voyait bien parfois de son balcon un petit vieux chercher péniblement la tombe d'un aïeul, ou quelques curieux, un appareil photographique en bandoulière, déambulaient à la recherche de quelques vieilles pierres tombales particulièrement anciennes. Ou alors, c'était un jeune étudiant en histoire de l'art, absorbé par la lecture de l'une ou l'autre curieuse inscription aux 3/4 effacée. Des amoureux s'y donnaient parfois rendez-vous, ou des vagabonds y cuisinaient leur maigre pitance sur de petits feux. Des enfants, nouveaux venus dans le voisinage, escaladaient le muret, stupéfaits devant cette plaine de jeux improvisés. Mais, même en plein jour, ils ne s'y attardaient guère. Bien vite, ils battaient en retraite, pris d'une panique soudaine. Dans la ville, le cimetière avait depuis longtemps acquis la réputation d'un endroit à éviter. Et la découverte faite par Harrod, la première année de son occupation de la maison, du corps d'un clochard en bordure d'un des chemins, n'avait rien fait pour arranger les choses. Il avait eu la gorge arrachée par quelque chose de très tranchant. Sans doute était-ce le fait d'un autre vagabond cherchant vengeance, ou encore l'œuvre de quelque gros animal. Harrod fit part de sa découverte aux autorités. La police descendit sur les lieux et, après un examen superficiel, fit rapidement emporter la dépouille. Les arbres proliféraient dans le cimetière, descendant jusqu'à la vallée pour y boire dans les méandres du ruisseau ou poussant résolument sur les pentes du coteau. Ils devenaient tellement gros, se poussant pour se préserver un espace vital, que, même à midi, les rayons du soleil ne parvenaient pas à percer leur masse serrée. Lorsque Harrod se couchait sous un de ces arbres, le soleil n'était plus qu'une lueur dans le ciel. Avec une telle profusion d'arbres, on serait tenté de croire que le cimetière résonnait de chants d'oiseaux. Mais jamais Harrod n'en avait vu, ni même entendu un seul. L'endroit n'était pourtant jamais silencieux. De légers froissements ou bruissements le berçaient constamment. Harrod n'y avait cependant jamais rencontré la moindre créature, pas même un rat musqué au bord du cours d'eau, ni un mulot furtif. N'était-il pas assez observateur? Lorsqu'il s'arrêtait pour examiner une inscription, il entendait parfois un battement d'ailes derrière lui. Mais il avait beau se retourner immédiatement, il ne voyait rien.
les arbres que le soleil ne perce pas ont quelque chose d'inquiétant. Une impression de crépuscule y prévaut, même en plein midi. Harrod ne pouvait s'empêcher de retourner à cet endroit, ne fût-ce que pour surprendre ce qui, lui semblait-il, se cachait dans la futaie. Il avait beau s'abîmer les yeux, tourner la tête à l'improviste ou rester le regard fixé sur le sol pour le lever tout à coup. Jamais il ne put surprendre quelque chose ou quelqu'un qui l'observait, comme il en avait la nette impression. Pas même le museau curieux d'un cerf. Seuls les arbres, l'espace qui les entourait et la ronde des feuilles dans le vent s'offraient à sa vue. Cette luxuriante végétation faisait penser aux forêts vierges, à l'aspect que devait revêtir cette région avant la venue de l'homme. Ces bois ne voulaient aucun visiteur. Et Harrod sentait qu'il était un intrus. Mais il devait faire intrusion. C'était dans sa nature, tout comme l'acteur se sent poussé à jouer sur une scène sombre dans un théâtre vide. La proximité de sa maison avait fait naître en lui un sentiment de propriété envers ce cimetière, et il s'irritait les rares jours où il y croisait un promeneur. Des milliers de téléspectateurs connaissaient la maison de Harrod. Car dans ces shows, il s'y faisait souvent filmer sous un horrible maquillage. Parfois aussi, la caméra glissait avec complaisance sur l'une ou l'autre particularité architecturale. La gargouille du toit était un de ses objets favoris. Pour finalement découvrir Harrod dans la bibliothèque, entouré de son immense collection d'œuvres fantastiques. Harrod minaudait alors à l'intention des téléspectateurs. Puis, lissant parfois une barbe postiche, montrait du doigt un livre en rapport avec le film qui allait suivre. Alors, d'une voix chaude, bien modulée, il contait l'histoire du vampire, du loup-garou ou de la goule, tandis que le générique du film défilait sur l'écran. La spécialité de Harrod et son gagne-pain était de présenter des films d'horreur, le plus souvent vieux et stupides, à un public de téléspectateurs composé surtout d'adolescents. Il n'ignorait pas, bien sûr, il n'ignorait pas qu'il suivait son émission, ou du moins le prétendait, non pas par goût des frissons, mais à cause des commentaires sardoniques dont il agrémentait fréquemment la projection. D'un ton acerbe, il faisait des remarques sur le jeu des acteurs, la qualité du scénario,
Il soulignait le trucage évident des arrière-plans et encourageait les protagonistes. « Vas-y, Bella, sors tes griffes maintenant. Tu aurais avantage à ne pas t'aventurer par là, ma jolie. Ouh, tu ne vaux pas mieux. » Harrod faisait la sourde oreille à ces fanatiques des films d'horreur qui lui téléphonaient pour lui suggérer de se taire pendant la projection. Une fois sur l'écran, tout film constituait un gibier de choix pour ses flèches. Et merci beaucoup du follow Cécile 1609 et bienvenue. Comment es-tu tombé ici? C'est toujours bon à savoir. Si tu veux, ce cher Amaury a un joli résumé à disposition. J'espère que vous passez une bonne soirée, Brage. Eh ben merci Twitch. Et bienvenue. Au fil des ans, le cimetière fascina de plus en plus Harrod. Il renfermait un mystère qu'il était décidé à pénétrer. Pendant un temps, il avait soupçonné que quelqu'un, un de ses voisins peut-être, ou même un téléspectateur, avait pris l'habitude de lui jouer des tours. Parfois le soir, il voyait des lumières danser dans le cimetière. Mais quand il se rendait sur place, il ne découvrait pas le moindre signe d'une autre présence. D'autres fois encore, le vent lui apportait de mystérieux sons, comme des murmures ou des lamentations, des sons horribles qui donnaient le frisson. Lorsqu'il les entendait, son cœur cessait de battre, et pour rien au monde, il n'aurait mis les pieds dans le cimetière. Harrod racontait à ses amis que le cimetière lui faisait penser à un décor de cinéma. Quand la brume enveloppait la vallée et que les pierres tombales prenaient des formes indistinctes et fantastiques, on s'attendait un peu à voir émerger Dracula dans une de ses errances nocturnes. Certaines parties du cimetière ressemblaient même aux landes des Brontais. Au début, Harrod s'était complu à se faire photographier dans un tel décor. Son album était bourré d'instantanés de lui sous d'effrayants déguisements. Mais, après un certain temps cependant, il se dit que si c'était fort bien de s'amuser dans le cimetière, il avait jusqu'à présent complètement négligé ses possibilités directement exploitables. Il imagina alors de courts scénarios dramatiques et recruta quelques étudiants de l'université de Miskatonic pour les jouer. Le cimetière résonna ainsi des bruits inhabituels d'une équipe de prise de vue au travail. Les acteurs s'imprégnaient sans difficulté de l'esprit du film. Il n'était pas difficile de jouer la peur ou l'épouvante dans ce cadre macabre, surtout quand les lieux eux-mêmes semblaient offrir leur collaboration.
Lorsqu'elle assista à la projection du travail de la journée, l'équipe eut l'impression de voir des choses qu'elle ne se souvenait pas avoir filmées. De gigantesques ombres menaçantes se penchaient sur les acteurs. Des choses balbutiantes apparaissaient sur le bord de l'image. Des nuages de brume voilaient par moments l'écran, et le ciel semblait bien plus bas que ne s'en souvenait leur mémoire. La bande sonore avait enregistré bien plus de choses que n'avaient entendu les ingénieurs du son. Non pas ces bruits typiques qu'affectionnaient les équipes hollywoodiennes, tels que le bourdonnement d'un insecte ou le ronronnement des avions, mais au contraire, des sons en accord complet avec l'esprit du film. Une longue suite de chuchotements et de bruissements à demi étouffés. En fait, la partie sonore du film était tellement chargée que Harrod décida de supprimer l'habituelle et coûteuse musique électronique d'arrière-fond. Lorsque ces films furent projetés, ils impressionnèrent fortement les agences de publicité et constituèrent donc la base d'une émission publicitaire présentée par Harrod. Après un plan d'introduction où l'on voyait Harrod se frayer un chemin entre les tombes jonchant la colline, parmi les arbres qui se pliaient si fort dans le vent qu'il semblait vouloir le saisir, venait un film d'horreur, lequel, par contraste, ressemblait à un décor de carton-pâte, sous les sarcasmes plus drôles que jamais de Harrod. Il soupçonnait, mais préférait ne pas savoir, les étudiants de Miskatonic d'avoir truqué plusieurs de ses plans présumés authentiques lorsqu'il avait eu le dos tourné. Car sinon, si ses prises de vue et ses sons étaient réels, cette possibilité ouvrait des perspectives tellement effroyables qu'il lui sembla préférable de ne pas s'y arrêter. Sa mémoire ne lui accordait aucun répit. Il se souvenait que, lorsque l'équipe avait quitté les lieux et qu'il accomplissait son tour quotidien dans le cimetière, il avait senti immédiatement un changement dans l'atmosphère. Il se sentait surveillé. Et cette surveillance était nettement hostile. Il avait l'impression d'avoir trahi un pacte. Il comprit bien vite la raison de cette hostilité en voyant les ravages causés par l'équipe. Mégots de cigarettes écrasés par terre, gobelets de carton contenant encore un fond de café, ampoules de flash grillées, herbes piétinées, repères tracés à la craie sur les tombes et empreintes laissées par le matériel. L'air était d'un calme parfait, comme si quelque chose attendait. La branche d'un arbre sous laquelle il passa se tendit comme pour le saisir à la gorge. Personne n'est préposé à l'entretien du vieux cimetière de Death Hill.
et il se sentit un peu ridicule lorsqu'il se mit à réparer de son mieux les dégâts. Il amoncela les détritus, puis alla chercher chez lui des boîtes de carton pour les transporter. Il avait la très nette impression que sa présence resterait malvenue en ces lieux tant qu'il ne leur aurait pas, au moins, fait montre de sa bonne volonté. Il est vrai que l'endroit n'arborait pas toujours un air aussi rébarbatif. Autrement, il aurait hésité à s'y rendre aussi fréquemment. Lors des belles journées de printemps et d'été, le cimetière était d'humeur détendue, tel un tigre qui se lèche au soleil. Bien sûr, il n'y avait jamais de fleurs sur les monuments funéraires, mais pendant la belle saison, la nature elle-même les décorait de bouquets de fleurs sauvages. L'œil se repose avec joie sur un coteau ensoleillé, couvert de boutons d'or, et dans la douce lumière qui filtrait parfois au travers des arbres pour tacheter le sol, le cimetière semblait presque accueillant. Tout en bas, dans le ruisseau, l'eau gazouillait en franchissant des rochers qui prétendaient ainsi former des rapides. Parfois, un gros chat tigré longeait le muret, prêt, semblait-il, à s'aventurer à l'intérieur. Mais au dernier moment, changeait d'idée et s'en allait rapidement. C'est par un de ces beaux jours que Harrod pensa pour la première fois à emporter de quoi lire lors de ses promenades. Par la suite, jamais plus il ne s'y rendit sans un livre ou une revue. Il devait sélectionner soigneusement ses lectures. Il avait en effet constaté que ses écrivains préférés, tels que Jane Austen ou Peacock par exemple, ne cadraient absolument pas avec les alentours. Réciproquement, il découvrit que, lorsqu'il s'étendait sur une pierre tombale pour y lire, même l'histoire la plus rocambolesque d'un magazine d'horreur prenait corps. S'il adoptait cette nouvelle conduite par pure bravade, il en retirait néanmoins un délicieux effroi. Un jour, un enfant s'aventura dans le cimetière et le trouva enveloppé dans une cape appartenant à son costume de Dracula, assoupi sur une tombe. L'enfant avait tellement hurlé en s'enfuyant que ses cris donnaient encore la chair de poule à Harrod lorsqu'il se plaisait à s'en souvenir. Mais le plus excitant était encore de lire la nuit. Dans le vieux cimetière de Death Hill, une puissante torche projetant son éclat de lumière sur les pages de Blackwood ou de Machen. Pour ses excursions nocturnes, il choisissait de préférence les meilleurs contes d'horreur et avait parfois peur de tourner la page parce que la dernière phrase qu'il venait de lire avait été ponctuée d'un son indéfinissable. La journée avait été chaude, mais à présent, l'air vif de la nuit annonçait l'hiver imminent. Harrod rabattit le col de son pardessus sur son visage pour se protéger.
Un calme surnaturel planait sur le cimetière, troublé un instant par le craquement des feuilles mortes sous ses pas. Dénuées de toutes leurs feuilles, les branches ressortaient exagérément. Chaque forme tordue retenait le regard comme si elle venait d'être peinte. Les arbres semblaient moins serrés. Leur nudité permettait au clair de lune de pénétrer dans le cimetière. Ce clair de lune ne contenait aucune chaleur. Un nuage le cacha soudain et Harrod leva les yeux. Cette vue lui rappelait tellement certains films d'épouvante qu'il frissonna sans le vouloir et, levant la tête d'un air moqueur, il hurla à la lune dans une imitation adroite de l'homme-loup. La plaisanterie était déplacée. Harrod le sentit immédiatement. Un picotement lui chatouilla la peau. Le cimetière ne cachait pas qu'il était conscient de sa présence. Le présentateur avait l'inquiétante sensation d'être observé. Il n'aurait pas été surpris de voir le tentacule d'un monstre extraterrestre sortir en tâtonnant des fourrés. L'herbe qui longeait le sentier n'avait pas été coupée de mémoire d'homme. Plus haute que ses genoux, les tiges semblaient vouloir lui décocher des coups de leurs bords dentelés. Juste à ce moment, un vent violent se leva et les graminées ondulèrent comme pour marquer le passage de quelques petites créatures. Il trébucha sur une tombe dissimulée par les herbes folles. Les écartant d'une main, il dirigea le rayon lumineux sur l'inscription commémorative. Un nom, Obédia Carter, y était gravé. Le temps avait presque effacé les dates. Il y avait beaucoup de tombes appartenant aux Carter dans les parages, membres d'une famille d'armateurs jadis très prospère. N'avait-il jamais connu un certain Randolph Carter dans sa jeunesse? Ce garçon qui racontait une histoire horrible sur un cimetière pareil à celui-ci. De nombreux récits de ce genre circulaient au sujet de Holt Deathshield. Harrod s'était déjà souvent demandé à quoi ressemblait le visage des gens qui reposaient ici, dans leur froide solitude. Des visages austères et puritains sans doute, ou encore des visages troublés, furieux, des faces de cauchemar. La tombe d'Obédia Carter était trop envahie par les herbes sauvages. Il n'aurait pu y trouver ce qu'il cherchait. Il continua d'un pas pressé. Et bonsoir, Parsitas. Bienvenue. Ce n'était pas la première fois qu'il empruntait ce chemin. Pourtant, tout semblait étrangement différent au clair de lune. Des tombes surgissaient à des endroits où il n'en avait pas souvenance. L'allée aussi se faufilait en des tournants inattendus. Il arriva plus vite que prévu à l'endroit qu'il avait baptisé l'antre des sorciers, sa destination. Si jamais Parsitas, tu as le résumé en haut du chat.
On aurait dit qu'un géant avait repoussé les arbres et les broussailles, dégageant ainsi un cercle grossier où la terre était aussi noire et morte que celle d'une forêt complètement calcinée. Bien qu'aucun feu n'y eût jamais brûlé de mémoire humaine. Peut-être était-ce environ un siècle plus tôt le lieu de rassemblement d'une confrérie de sorcières pour y immoler par le feu leurs offrandes à un bouc noir. Des sapins, les plus hauts arbres du cimetière, montaient la garde autour de l'antre. Derrière eux, des chênes, des saules et des érables se pressaient pour voir. À l'intérieur du cercle, les pierres tombales étaient disposées suivant un certain ordre, perdu pour l'histoire. Harold se disait que si l'on déplaçait de quelques pouces les pierres tombales, on formerait un pentacle parfait. Il fallait peu d'imagination ensuite pour visualiser les sorcières et les magiciens assis sur les tombes à l'observer. Harrod avait en effet tourné ici même une scène semblable. Il avait tenu lui-même le rôle de la victime du sacrifice. Son physique grassouillait et son air sensuel le désignait tout particulièrement. Il estimait qu'il avait été plutôt brillant, roulant des prunelles pleines d'effroi et parlant d'une voix tremblante. Comme d'habitude, Harrod s'installa le plus confortablement possible sur la tombe de Jeremy Kent. Il ouvrit son livre et y dirigea le rayon de sa torche électrique. Le clair de lune inondait si généreusement la scène qu'il eût presque pu se passer de la lampe. Le marbre de la pierre était glacé. Après quelques minutes, le froid qui s'en dégageait pénétra jusqu'à lui, malgré son chaud par-dessus. Sans gants, ses doigts devinrent si engourdis et raides qu'il avait de la peine à tourner les pages. Jeremy Kent. Un nom agréable à l'oreille. Pourtant, le folklore local rapportait que Jeremy Kent avait été devin ou sorcier, voire même le chef de la confrérie. Après l'inscription, il mourut dans sa 30e année. C'était un bel homme, aux yeux bleus et glacés. Les légendes sur Kent étaient particulièrement intéressantes, et Harrod avait depuis longtemps projeté, le jour où il pourrait réunir le capital nécessaire, de tourner un long métrage sur sa vie. Mais comment parviendrait-il jamais à suggérer la scène où Jeremy Kent arrache le cœur d'un enfant encore en vie ? Cet homme n'était pas mort de cause naturelle. Les villageois échauffés avaient pris les choses en main. Mais si Harrod respectait la vérité historique des événements, la séquence ressemblerait trop aux scènes de Frankenstein et à une douzaine d'autres films d'horreur. Et pourquoi, pensait Harrod, Kent ne serait-il pas puni dans le film par une vengeance céleste ? Il continua à méditer sur Kent, comme s'il répugnait à reprendre l'histoire de Lovecraft au point où il l'avait abandonnée le soir précédent. L'ermite de Providence s'était trop rapproché de la réalité.
Le vieux cimetière de Death Hill n'était qu'une copie de ses écrits. Cette clairière que Harrod appelait l'antre des sorciers prenait place trop facilement dans l'œuvre de Lovecraft. Quant à Jeremy Kent, il différait vraiment peu d'un des mauvais décrits par Lovecraft. C'était presque comme si Lovecraft en personne avait parcouru cet endroit. Du fait de ses nombreuses pérégrinations dans la région, cette probabilité n'était pas si invraisemblable. Le plus troublant était le rêve. H.P. Lovecraft avait fait des rêves particulièrement inquiétants, c'était notoire. D'étranges dislocations du temps et de l'espace dans des cauchemars si bien articulés qu'il pouvait souvent les transposer par écrit sans en changer le moindre détail. Ces songes n'avaient rien de l'illogisme habituel. Au contraire, leur cohérence fantastique leur conférait un caractère de réalité indéniable. Harrod était persuadé que l'histoire qu'il avait commencée la veille avait trouvé son origine dans un rêve de Lovecraft. L'intrigue était si troublante qu'il n'avait pu s'empêcher d'y penser toute la soirée. Il n'est donc pas surprenant que, lorsqu'il tomba évanoui, il revécut lui-même l'histoire de Lovecraft. Avec cette différence, cependant. La scène se déroulait dans la propre maison de Harrod. Il faisait partie d'un groupe de personnages portant des cagoules et des vêtements d'un autre siècle, et tous s'avançaient rapidement dans le passage secret qu'il avait découvert. Ils s'étaient munis de torches et marchaient à trois de front. Arrivés devant le mur qui bouchait la sortie, ils n'hésitèrent pas longtemps. Leur chef passa les doigts sur une cannelure au bas de la paroi et souleva. Aussitôt, l'épais mur glissa vers le haut comme une porte de garage. Un souffle d'air froid émana alors de derrière le mur. Harold pénétra avec le groupe dans une grotte illuminée. L'immensité de cette caverne aux parois suintantes lui donna le vertige. La lumière verdâtre lui permit de voir de l'eau clapoter à quelques centaines de yards de ses pieds. Probablement un lac souterrain dont l'accès à la mer devait sans doute se situer loin au-delà des rochers. Le plus étrange était que Harrod avait parfaitement conscience qu'il rêvait et luttait pour s'éveiller. À ce stade du rêve, il dut y avoir quelques coupures dans le temps, car le moment d'après, il participait avec tout le groupe à une sorte de cérémonie sur la grève du lac. Tous psalmodiaient entre leurs dents une incantation gutturale. La Cthulhuftan Fnuli Na Cthulhuhale Wagnaftan. Et dans son rêve, cet appel reçut une réponse. Sa mémoire refusa d'enregistrer les détails de la chose qui s'éleva alors à la surface de la nappe d'eau. Un être gigantesque, avec des tentacules d'une longueur incroyable.
À ce stade culminant de son songe, il s'éveilla. Le lendemain, Harrod avait été tellement secoué que son esprit refusait l'idée de descendre dans la galerie pour vérifier si la paroi se soulevait effectivement comme il l'avait rêvé. La pensée qu'il pourrait à nouveau voir cette ouverture béante était trop pour la tranquillité de son âme. Par chance, on lui téléphona du studio. Et il passa la majeure partie de la journée à rédiger un scénario. Mais à présent qu'il lisait les pages de Lovecraft, le cauchemar monstrueux l'assiégeait à nouveau. Un violent coup de vent balaya subitement les pages, lui arrachant presque le livre des mains. Ce fut très bref. Et un calme absolu envahit ensuite la clairière. Les sapins qui venaient de se secouer comme des chiens trempés se tenaient maintenant parfaitement immobiles. Il faisait trop silencieux. Poussé par une impulsion d'origine mystérieuse, Harrod se replongea dans le livre de Lovecraft et finit par y trouver ce qu'il cherchait. Il se drapa dans son pardessus, se leva comme un comédien, puis, avec une emphase spectaculaire, prononça lentement et du mieux qu'il put la formule suivante. Là, Cthulhu-Ftagen, Fnuli, Mlunglaft, Cthulhu-Hale, Wagnal, Ftagen. La lune pâlit. Des ombres se rassemblèrent là où aucune ombre ne se dessinait. La lumière disparut, effaçant ainsi les arbres et les hautes herbes. Les ombres semblèrent avancer. Harrod cligna des yeux et se frotta les paupières pour les débarrasser d'éventuelles poussières. Mais non, ce n'était pas un mauvais tour de son imagination. Les ombres étaient bien là, plus massives, semblait-il, à chaque instant. Elles s'avançaient, telle une phalange ténébreuse. Des gouttes de sueur froide perlèrent dans son dos. Les ombres étaient là. Elles venaient de s'arrêter mais ne reculaient pas. Elles restaient sur place. Elles regardaient Harrod. Elles attendaient. Éclairant à nouveau le ciel, les nuages découvrirent la lune. Et un rayon de lumière tomba sur le bord de la clairière, entre les conifères immobiles.
Et il y avait des choses dans le ciel, bien plus haut que les arbres. C'étaient des visages immenses, des visages très vaguement humains, encadrés d'un mélange tumultueux de parties inhumaines, suggérant des tentacules. Leurs yeux avides guettaient la terre, mais il semblait qu'ils ne s'étaient pas encore fixés sur Harrod. Ils scrutaient le sol comme un rapace en quête d'une proie, laissant échapper une plainte. Harrod chercha où se cacher. Il s'arracha à la pierre tombale et se mit à gratter de ses mains le gravier éparse de l'allée. Sans doute le mouvement de ses pieds déclencha-t-il quelques mécanismes cachés, car alors qu'il tentait de se tapir à côté de la tombe, il entendit un grincement, comme des charnières rouillées, et le bruit métallique se réverbéra dans l'air de la nuit. Lentement, la pierre tombale qu'il venait de quitter se souleva sous ses yeux. Harrod s'aperçut que la tombe recelait des marches. Une volée de degrés descendait sous terre, libérant un air fétide et nauséabond. Terrifié, les yeux rivés sur les marches, il prit conscience d'une baisse de clarté juste au-delà de son champ de vision. Levant le regard, il constata que le rayon de lune avait quitté la clairière et que les ombres s'étaient fort rapprochées. Elles l'entouraient à présent dans un cercle infranchissable, tacheté de minuscules points lumineux qui auraient bien pu être des yeux. La lumière blafarde n'arrivait pas à souligner leur silhouette. Elle n'était pas spectrale du tout, pas le moins du monde transparente. C'était plutôt une concentration d'obscurité. Une susurration, à peine perceptible, emplissait l'air et s'amplifiait progressivement en un chuchotement caverneux. Elle s'élevait du passage souterrain. Il n'y avait personne, il n'y avait rien là en bas. Il le savait. Il ne pouvait d'ailleurs rien y avoir. Affolé, il ne parvenait pourtant pas à détacher le regard des marches, comme s'il s'attendait à voir apparaître d'une seconde à l'autre un être enveloppé d'un suaire, aux yeux bleus et glacés. Les murmures augmentèrent, se firent pressants, insistèrent. Cette voix d'outre-tombe était froide et d'une perversité indicible. Il distingua, peu à peu, les mots. Descends, Harrod. Descends.
Le vieux cimetière de Death Hill est un endroit peu fréquenté. Ce n'est donc que bien plus tard que, s'écartant du chemin, un couple d'amoureux faillit trébucher sur un corps. Il était déjà dans un tel état de décomposition qu'il fallut effectuer un examen dentaire pour l'identifier comme étant celui d'Elmer Harrod, porté disparu. S'il avait toujours été vivant, Harrod lui-même aurait préféré couper cette scène, la trouvant trop horrible pour ses téléspectateurs. Et pour cause, la tête avait été presque complètement arrachée du corps. Elle n'y était plus attachée que par quelques lambeaux de chair putréfiée. La bouche grimaçait un cri éternel et les yeux, jaillissant presque de leurs orbites, contenaient trop d'horreurs cauchemardesques pour être longtemps contemplées. Le cadavre n'avait presque plus rien d'humain. Il était retourné comme un gant. Et quelque animal monstrueux devait l'avoir rongé de part en part. Et c'est donc une fin d'histoire.